entrons tout de suite dans la seconde partie de notre émission consacrée à la thématique principale. Parlons-en. Eh bien, comme annoncé à l'entame de notre émission, aujourd'hui, nous parlons entrepreneuriat féminin. Comment relever les challenges entrepreneuriaux lorsqu'on est une femme? C'est la question qu'on se pose ce matin. Et bien sûr, pour nous aider à apporter des éléments de réponse à cette thématique, nous avons avec nous deux personnes, nous dirons, influentes dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui œuvrent beaucoup avec les femmes. Je commencerai par dire bonjour à Madame Mafoudem. Bonjour Kochani et bonjour à tous les auditeurs de Kalak FM. J'espère que vous allez bien. Je vais assez bien, j'ai eu juste un accident il y a quelques jours. Voilà, et j'avais déjà pris cet engagement, il faut l'honorer. Nous disons merci beaucoup et Dieu merci parce que vous êtes debout, ça va, ça veut dire que c'est pas très grave. Ça va quand même, c'est douloureux, mais ça va quand même, donc je suis pleine de gratitude parce que ça aurait pu être pire, mais ça va. Merci. Oui, nous disons merci à Dieu. La fin d'année avec ces accidents et tout, nous appelons à la vigilance des uns et des autres. Voilà, Monsieur Texton, nous disons également bonjour à vous. Bonjour Madame Aïe et bonjour à tous les auditeurs de Kalak. Voilà, nous sommes ravis de vous avoir dans les studios de Kalak FM. C'est un plaisir d'être là et de pouvoir apporter ma petite connaissance. D'accord. Ok, déjà on aimerait savoir qui vous êtes. Il faudrait que nos auditeurs sachent à qui ils ont affaire. Alors madame, vous présentez la première, on vous écoute. D'accord, merci de me faire cet honneur. Je voulais commencer par dire merci à Teston pour cette opportunité et aussi à vos coachs que je ne connaissais pas avant. Oui. Et vous encourager pour ce travail que vous faites. Merci. Parce que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse profiter de ce potentiel en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin. Oui, donc je suis Mafoudem Téné-Marienne, chercheuse de profession au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation et bâtisseuse professionnelle de paix par passion. D'accord. Ouais, j'insiste là-dessus parce que quand je parle un peu de mon histoire par rapport à ça, on arrive à voir pourquoi je dis par passion et bâtisseuse professionnelle de paix. Par ailleurs, dans mes domaines de recherche, je suis économiste en économie de développement et je m'intéresse aux questions de pauvreté, promotion, tout ce qui concerne les problématiques de femmes, promotion des femmes, promotion des jeunes également. J'ai dit promotion parce que la question de l'autonomisation, dont l'entrepreneuriat est un pan, c'est un aspect, mais aussi des questions en rapport avec le développement personnel, le coaching, le mentorat, etc., etc. Donc voilà les domaines dans lesquels je suis beaucoup plus engagée, également dans les objectifs de développement durable. Ça, c'est dans mon contexte de chercheur. Mais maintenant, au niveau entrepreneurial, donc je suis ce que je vais appeler une entrepreneur scientifique. Ok. Scientifique parce que j'ai pu, sur la base de mon expérience dans le domaine de la recherche scientifique, commencer à développer également ce pan entrepreneurial et qui est vraiment en lien avec tout ce qui concerne les activités scientifiques, les études, le conseil scientifique au gouvernement et puis les formations, etc., etc. Donc, je suis maman, je suis mère de 5 enfants, dont 4 filles et un garçon. Ça fait 20 ans que je suis mariée. Waouh! Oui, c'est vrai que ça ne donne pas l'air. Non, puis, pas du tout. Je suis la directrice du Salon international de la jeunesse depuis au moins 2 ans et la promotrice des journées camerounaises des ODD. Ça, c'est juste certains aspects de ma personnalité. Il y a d'autres choses, peut-être que ça va réapparaître en encore, on va échanger. Merci beaucoup de m'avoir invité. D'accord. Alors là, Madame Marielle, elle est une vraie femme d'impact. D'accord. Monsieur Texton, je me tourne vers vous. Présentez-vous, on veut savoir qui vous êtes. Alors, je suis ingénieur informatique, passionné des nouvelles technologies et de l'entrepreneuriat. Président fondateur de la fondation Youth Digital Entrepreneurship Foundation, une fondation à but non lucratif qui fait dans la formation, l'insertion et l'accompagnement des jeunes à l'entrepreneuriat numérique. Donc, je suis promoteur d'une entreprise qui fait dans la prestation de services informatiques et plein d'autres projets. D'accord. Donc, voilà, en grosso modo, qui je suis. J'aime accompagner les gens dans leur parcours entrepreneurial
pouvoir être un facilitateur dans l'acquisition des connaissances pour pouvoir améliorer la vie de tout un chacun. D'accord. Je pense qu'en Afrique et au Cameroun, la jeunesse a beaucoup de potentiel, et en particulier aussi des femmes, mais on n'arrive pas encore à faire sortir cela. Et c'est pourquoi en fait je me réveille chaque matin et je peux faire mon travail. D'accord. Aujourd'hui, je suis vraiment bien entourée. Hein? Vous êtes la bienvenue. Je suis vraiment ravie de vous avoir ce jour et surtout pour échanger autour de cette thématique. Comment relever les challenges entrepreneuriales lorsqu'on est une femme? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Voilà. Déjà, j'aimerais savoir, ça fait combien de temps, madame, par exemple, que vous faites dans l'entrepreneuriat? Disons que les prémices ont commencé en 2007. En 2007, où j'ai décroché mes premiers contrats de consultante. Oui. Oui. Mais après, il y a eu un passage à vide où je me suis consacrée à mon école. Et ensuite, j'ai été recrutée au ministère de la Recherche en 2011 dans le cadre des 25 000 jeunes. Donc, il y a eu un peu de berne, mais ça a repris effectivement autour de 2018 par là. Oui. Oui, 2018 où je me suis vraiment remise avec un objectif que je peaufinais de plus en plus. Voilà. C'était pas encore exactement clair, mais que je peaufinais de plus en plus. Je connaissais déjà un peu la direction, mais c'était pas encore, au fur et à mesure, je posais les pas, les jalons, étape par étape. Oui. D'accord. Et monsieur Texton, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entrepreneuriat? Et qu'est-ce qui vous a motivé même d'ailleurs à vous lancer? Alors, ma vie n'a pas été, on va pas dire rose, mais en 2015, je suis avec un ami et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a lancé une entreprise, c'était dans le sud-ouest à Bouillon, qui faisait dans le coaching sportif en entreprise. Ce sont mes premiers pas en entrepreneuriat où j'ai appris la communication, la prospection, le monde en fait de l'entrepreneuriat où vous êtes le chef de vous-même. Après ça, bon, il y a eu un vide aussi où je suis rentré à l'école. Mais en 2019, quand je finis la formation à la Cameroun Leadership Academy, c'est là que vient tout, on va dire, ce zèle, cette flamme renaît et me fait découvrir des parties, des notions en moi que je n'avais pas encore essayé en fait en entrepreneuriat. Et c'est comme ça que depuis 2019, je suis dans cette affaire. C'est pas rose, oui, mais je pense que c'est le parcours de tous ceux qui ont réussi. Personne ne s'est levé et a trouvé le petit déjeuner sur sa table. D'accord. Parlant de c'est pas rose, c'est quoi les difficultés en fait quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat de manière générale? Je me tourne toujours vers vous, monsieur Texton. C'est quoi de manière générale les plus grandes difficultés auxquelles on doit s'attendre quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Déjà, la plus grande difficulté, ce n'est pas ce qu'on doit s'attendre à affronter, mais c'est d'avoir le mental nécessaire pour pouvoir se lancer. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets qui, tu veux devenir quoi, tu veux faire quoi, j'ai un projet, je veux. On a tellement de projets qu'on ne réalise pas. Je dis souvent, le cimetière, c'est le plus grand incubateur de projets qui ne sera jamais réalisé. Parce qu'on a ces projets, mais on n'a jamais le courage de commencer. Donc, pour moi, la plus grosse difficulté que peut faire un jeune dans l'entrepreneuriat, c'est de commencer. Donc, se lancer. Se lancer, en fait. Donc, quitter de la partie idée. J'ai d'abord l'idée, je monte, je descends avec les idées dans le sac. Et pour ça, commencer, c'est pas se lever et aller vendre sans connaître le produit. Oui. Donc, il y a des étapes. Il faut connaître le produit, il faut connaître son secteur. C'est une étape d'apprentissage. Il faut se former. Donc, comme je dis, c'est au sorti de ma formation. Oui. J'ai côtoyé plusieurs entrepreneurs, j'ai côtoyé beaucoup de mentors. C'est à ce moment que j'ai appris suffisamment de connaissances pour pouvoir commencer. Mais les connaissances que j'ai acquises avant de commencer ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire, pendant mon parcours, je continue d'apprendre. Bien sûr. C'est comme l'agriculture. Le fait d'avoir sémé ne suffit pas. Déjà que le monde est innovant, alors on ne peut pas rester sur un seul point et se limiter là. Voilà. Okay. Donc, pour clôturer, il y a des personnes qui
se disent, comme j'ai commencé, c'est suffisant. Je n'ai plus besoin d'apprendre. Quelqu'un qui a une formation en économie, peut-être ne veut pas apprendre, je ne sais pas, le marketing, ne veut pas apprendre des domaines connexes. Ça, c'est une grosse erreur. Oui. Voilà. Normalement, un entrepreneur doit être polyvalent. En effet, parce que c'est également une source d'innovation. Oui. Si vous êtes juste focalisé sur un domaine spécifique, vous n'irez pas très loin en fait. Oui, peut-être pendant un certain moment, vous aurez peut-être le monopole sur cette phase-là, mais vous ne pourrez pas passer au niveau supérieur. Parce que plus vous êtes connecté à d'autres filières, à d'autres domaines, plus vous arrivez à faire des connexions entre ces choses et arriver à des choses qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Oui. Parce que votre cerveau a pu connecter des liens qui auparavant les personnes n'auraient vu. Donc, du coup, c'est vraiment important. Et la formation dont Tesson a fait mention, elle est vraiment importante. Formation continue, formation permanente. Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas? Quand il y a une petite information supplémentaire, essayez de creuser. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire, mais il faut faire le maximum. Il faut apprendre au maximum. D'accord. Et justement, vous, en tant que femme, vous avez eu des difficultés spécifiques liées à votre féminité? Lié à ma féminité, je peux dire qu'il y a deux aspects. Oui. Le premier aspect est déjà relatif à ce qu'on va appeler les pesanteurs sociales ou alors le fait qu'on dise que voilà, tel type de tâches sont dévolues aux femmes. Mais la deuxième difficulté et sur laquelle j'ai envie de plus insister, c'était surtout de savoir ce que j'ai à faire, je dois faire. Parce que la connaissance de soi, pour moi, c'est le super pouvoir d'une personne. Et la plupart du temps, très peu de femmes se connaissent. Je ne sais pas ce qu'il en est des hommes, mais je parle beaucoup plus des femmes. Ouais, les femmes sont trop indécises à la base, de manière naturelle. On ne sait pas ce qu'on veut. Juste parce qu'on ne se connaît pas, en fait. Oui. En effet, parce que c'est vrai que j'ai commencé à travailler en 2011, comme je le disais. Mais avant ça, comme j'avais des difficultés dans mon ménage, des difficultés financières, à un moment, j'ai commencé à vendre de la banane douce. Après, j'ai fait du foléré. Après, j'ai tâtonné comme ça. À un moment, j'ai fait des répétitions à l'université. Une seconde, je ne vous coupe pas, mais j'aime ce que vous dites. Parce qu'aujourd'hui, quand vous déballez votre CV, certaines ne comprendront pas que vous avez commencé par les petits boulots. Les petits boulots où on va dire aux femmes aujourd'hui, fais ceci. Elles vont dire non, moi je ne peux pas faire ce genre de choses parce que j'ai tel diplôme et tout. Ah, mais aujourd'hui. C'était mon corps dépendant parce que quand j'ai vendu la banane douce, je faisais 4e année à l'université. Voilà. J'étais en maîtrise. Voilà, vous êtes vraiment un modèle à suivre. Oui, mais il fallait que je puisse nourrir mes enfants parce que les ressources financières que mon mari ramenait n'étaient pas suffisantes vu la taille de notre famille. Il fallait faire quelque chose et j'étais donc obligée de tirer un peu ces éléments. Et l'avantage avec ça, c'est quoi? C'est que ça construit déjà son mindset. Oui. Ça construit notre mindset. Commencer quelque chose ne veut pas forcément dire que c'est dans ça qu'on va prospérer. Toute sa vie, oui. Mais on peut déjà, on acquiert certaines choses, comment calculer ça, comment faire des bonnes négociations. Quand tu vas l'acheter de la banane pour venir revendre, il faut acheter, négocier à la dame qui va vendre pour aussi calculer comment je vais revendre pour avoir ma marge bénéficiaire, etc., etc. Donc moi, ça a été vraiment cela parce que même en 2012, j'ai fait du marketing de réseau. J'ai vendu les serviettes hygiéniques à l'Agnon. À l'époque, c'était une Light, quelque chose comme ça. J'ai pu faire ça depuis. Mais j'ai pu patauger comme ça au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte de quoi? Je suis une bonne vendeuse. Mais j'aime pas le commerce. Mais pourquoi? Quel paradoxe? J'aime pas du tout le commerce. Parce que si c'était le cas, je crois que j'aurais déjà un grand circuit de distribution. J'ai quand même essayé. Parfois, quand je voyageais, j'allais peut-être au Kenya ou en Tanzanie pour mes programmes de formation, pour suivre mes programmes de formation. Je vais ramener des produits de là. Mais cette envie de poursuivre dans ce sens-là n'a jamais été le cas. Je me suis plutôt rendu compte également, justement, à force d'essayer, que mon domaine, c'est tout ce qui concerne l'intellect. Oui, c'est ce qui concerne l'intellect. Vendre cela, apprendre des autres, accompagner les autres par rapport à mon expérience. Justement, c'est ce que je voulais dire. C'est que même si vous-même, vous n'ouvrez peut-être pas des boutiques, vous pouvez apporter des formations à ces femmes-là qui en ont besoin. Voilà. J'ai fait du coaching et le projet le plus récent dans lequel j'étais impliquée en tant que consultante avec la GIZ, ce programme, c'est le programme d'appui à la, comment on appelle ça? À la résilience socio-économique des jeunes dans le Grand Nord. Et c'était un système de méta-coach. Moi, je suis méta-coach, nous sommes 4 méta-coachs. Nous accompagnons chacun 5 coachs entrepreneuriaux communautaires qui, eux, travaillaient avec pratiquement 30 entreprises par commune. Magnifique. Et dans chacune des entreprises, on avait en moyenne 5 personnes, 5 jeunes qui étaient impliqués. Donc, dans ça, il y a des femmes. En fait, c'est encore un cours qu'on a fait en
en 2022 cette année. Ok. Oui. Et moi, je travaillais au niveau de l'Adamawa. Donc, j'avais 4 communes que j'accompagnais, Ngaoundal, Ngaoundéré deuxième, Minganga et Nomkandi, qui est quelque part toujours dans l'Adamawa. Donc, en fait, il y a ce côté-là. Donc, si moi, je ne vais pas là, je ne suis pas là pour vendre des articles, mais on arrive donc à trouver des stratégies pour que ces jeunes qui sont dans ce programme-là arrivent à vendre les produits qu'ils font. Parce qu'on a les couturiers, on a les cordonniers, on a les restauratrices. Mais il faut qu'on arrive à leur donner des stratégies, vous les accompagner à trouver des stratégies. Sortent même d'abord du petit commerce des quartiers. Exactement. Ils commencent à voir plus loin. Parce qu'on peut être un couturier et devenir styliste, en fait. C'est possible de voir plus loin. Qui était de l'entrepreneuriat de subsistance à l'entrepreneuriat de croissance. Voilà, exactement. D'accord. Lorsque les gens ont entendu cette thématique, comment relever les challenges entrepreneuriaux lorsqu'on est une femme, il y en a qui m'ont demandé comment ça. Il y a une différence quand on est un homme. Et vraiment, aujourd'hui, je vais vous poser la question. Vous pensez que les femmes ont le même impact que les hommes dans le domaine entrepreneurial dans notre pays? Moi, particulièrement, je pense que l'impact est pareil, mais les challenges que chaque personne traverse sont différentes. Okay. Parce que la femme, de manière naturelle, est responsable, on va dire, responsable au niveau familial. Elle a on va dire quoi, l'anatomie de la femme est différente de l'homme. Donc, du coup, il y a des choses que la femme a besoin, que l'homme n'a forcément pas besoin de traverser dans sa vie. Ce qui le prédispose à être plus productif si on doit se baser sur l'entrepreneuriat basique. Maintenant, la femme, elle va faire face, par exemple, une femme qui a des enfants ne va pas affronter les mêmes challenges qu'un homme qui a aussi des enfants. Tous les deux ont des enfants, mais les challenges sont différents. Mais pourquoi? Pourtant, les deux, non, mais pourquoi? Ça ne devrait pas être le cas. Les deux devraient s'associer de la même manière pour l'éducation des enfants, mais malheureusement, on délègue ça à la femme et puis... Non, ce n'est pas de délaisser à la femme. En fait, par exemple, l'homme ne va pas donner le sein à l'enfant. Oui, mais il peut être là pour attacher les couches. Donc, prenons par exemple une femme qui a accouché. Pendant 2 mois, 3 mois, elle doit donner le sein à l'enfant chaque jour, chaque temps. L'homme, à ce moment, lui, il fait quoi? Il se déploie. Il ne va pas donner le sein. À ce moment, il est plus libre. Or, la femme, quand elle va sortir pour aller peut-être sur le marché, elle sera obligée de vite rentrer parce que l'enfant a déjà faim, il faut qu'il soit dans le sein maternel, etc. Donc ça, c'est juste un challenge parmi les autres. Maintenant, il y a la société où on voit de plus en plus, on parlait avant que l'émission ne commence, des femmes qui ont décidé de s'exposer pour pouvoir gagner de l'argent. Donc ces préjugés aussi qui impactent la vie de la femme, qui fait qu'arriver par exemple lors d'une négociation avec un partenaire, un sponsor, il vous demande de faire des choses que vous n'êtes pas forcément d'accord. Oui, parce qu'il estime que la femme doit passer par là. Elle doit passer par là, il faut faire des concessions. Et puis, généralement, l'opinion publique, de fois, pousse et dit à certaines, lorsqu'on voit le succès de certaines femmes, on va dire, elle a fait ci pour avoir ça. Aucune femme n'a réussi seule. En fait, c'est ce problème-là, parce que plusieurs femmes traversent par là et arrivées, elles sont bloquées et par dignité, elles n'avancent pas. Et du coup, lorsqu'elles voient une femme qui a traversé, elles se disent, cette femme, elle a sûrement fait ça. Donc voilà, c'est un challenge. Mais par rapport à, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Moi, je vais dire à toutes les femmes, même les hommes traversent ça aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui. On va te dire, bon, il faut que tu baisses le pantalon et tout comme ça. Donc, c'est dommage. D'accord, madame Marianne, dites-moi, vous, selon vous, les femmes ont le même impact ou alors, même question? Alors, je pense qu'à la base, l'impact va être le même. Si par exemple, quelqu'un qui a une entreprise, peut-être qui fait dans le digital, l'impact qu'il va avoir sur la communauté va être le même. Pareil, par contre, il peut y avoir des nuances du fait que ce soit une femme ou un homme, à cause du regard qu'on porte sur la société, à cause de la sensibilité. Parce que je peux, en tant que femme, m'appesantir plus sur tel aspect, c'est-à-dire qu'au-delà du cadre technique global, je peux avoir des petits éléments spécifiques
sur lesquels je vais être sensible, contrairement à un homme qui a un autre regard sur la société. Donc, je pense que de manière globale, à la base, l'impact est le même. Et maintenant, on peut avoir dans des petites nuances de gris, de vert, voilà. Comme si on voit une palette de couleurs. Voilà, donc je pense que c'est beaucoup plus ça. Et je suis d'accord avec Teston au niveau des challenges. Les challenges, quand on regarde l'entrepreneuriat, on a d'abord les challenges communs. Et puis, on a également des challenges spécifiques. Oui. Au fait qu'on soit une femme ou un homme. Aussi au fait qu'on soit peut-être une femme qui est seule, ok, célibataire, une femme qui est mariée, une femme qui a des enfants en bas âge, des enfants déjà un peu plus grands, etc., etc. Mais le plus important au final, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Parce que c'est ça qui permet d'avancer. Si moi, à l'époque, quand je me suis mariée, je faisais deuxième année, si à la base, je ne disais pas que je veux réaliser quelque chose de grand, je pense qu'il y a belle lurette que j'aurais abandonné. J'aurais peut-être dit, comme beaucoup de femmes, dès qu'elle est mariée, dit, oh, l'école là, c'est bon. Mais je me rappelle en 2004, j'avais un examen à passer. Et puis, j'ai accouché quelques jours avant l'examen. Wow. J'étais à la salle de maternité, j'ai demandé à mon époux, apporte-moi mes notes à l'hôpital. Yes. Pendant que mon bébé dormait sur le lit, j'étais à l'entrée de ma chambre en train de réviser pour les composer. Non mais waouh, bravo. Et j'ai obtenu ma licence avec un résultat beaucoup meilleur que mes camarades qui étaient célibataires. Moi, j'étais mariée, j'avais des enfants, d'abord mes propres enfants, plus d'autres enfants à charge que j'avais dans ma maison. Mais j'ai passé, je me rappelle que j'étais allée à l'État avec juste 2 matières, alors que mes autres amies qui n'étaient pas mariées, elles avaient 4, 5, 6 matières à l'été. Donc, moi, je pense que c'est d'abord qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux, en fait. Qu'est-ce que je veux. C'est ça qui à chaque fois. Mais aussi beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Non, mais tout ça vient d'abord de qu'est-ce que je veux. Ouais. Parce que si je veux, je ne sais pas trop, si mon objectif c'est un objectif assez bas, je ne vais pas avoir également beaucoup d'énergie pour mettre là-dedans. Si mon objectif c'est peut-être obtenir une voiture, une maison, etc., c'est qui est sûr que c'est des choses qui sont un peu plus faciles. Il suffit d'avoir peut-être un mari d'un certain calibre et puis ça c'est résolu. Mais maintenant, si c'est que je veux contribuer à changer le monde, à ce moment-là, on ne parle plus de la même chose. Oui, même si c'est compliqué, on va arriver à se tenir debout et avancer. Et faire ce qu'il faut. On va pleurer, on va essayer les larmes. Mais parlant de mari aussi, je pense que vous avez un bon mari. Hein, parce que je pense que si il vous a pris en deuxième année et vous avez réussi à accomplir ce que vous avez accompli, c'est que quelque part il vous a soutenu. Et beaucoup de femmes ont justement aussi ce problème-là. Parfois, elles ne sont pas soutenues par leur époux qui estiment qu'il faut qu'elles restent à la maison s'occuper des enfants. Et puis, si elle a un petit commerce qu'elle fait, ça va et tout. Je suis d'accord que la contribution du partenaire est essentielle. Oui. C'est essentiel et c'est bien dommage que c'est un élément sur lequel, pendant les fiançailles ou quand les gens se côtoient, ils ne travaillent pas dessus. Oui. Et on avait un webinaire il y a 2 jours. Je suis revenue sur ce sujet-là et j'ai insisté. J'ai dit, ceux qui ne sont pas encore mariés, travaillez d'abord sur ces questions-là. Discutez avec votre futur partenaire. Accordez-vous sur votre rêve, son rêve, comment est-ce que ça va aller de pair? De pair. Comment est-ce que vous pouvez créer une vision commune pour le foyer? C'est ça en fait. Parce que quand on ne le fait pas, on va juste voir, oui, je suis amoureux, je t'aime beaucoup, tu me manques, blablabla. Mais on va être vite rattrapé par la réalité. Par la réalité. Oui. Parce qu'une chose qui était importante à l'époque, lorsque mon époux est venu toquer à notre porte chez nous, ma mère l'a dit, je te demande rien, mais je veux que ma fille continue ses études. Ça, c'était tout pour ma mère là-bas. Et tant mieux que j'étais engagée également, parce que j'aurais pu, parce que ça, c'est autre chose. C'est que je veux que ma fille... Ouais, maman, pardon, excusez-moi. Voilà. Ou alors, il y a même des cas où l'homme veut bien que la femme continue les études, mais la femme elle ne veut plus parce que c'est pénible. Hein, j'en connais. C'est pénible. Mais plus tard, peut-être elle envoie son mari, oh, si c'était pas toi, mais dans le fond, qu'est-ce que toi tu as voulu faire d'abord? C'est ça que j'insiste sur. Qu'est-ce que toi tu veux faire? C'est ça qui va te donner la force et qui va te donner. Mais maintenant, c'est clair que la contribution du partenaire est aussi importante. Oui. Parce que j'ai fait quelques séjours de recherche de 3 à 12 mois. Et pendant cette période-là, c'est lui qui restait avec les enfants à la maison. C'est-à-dire que qui gérait pratiquement tout, qui était le père et la mère. Donc ma contribution à distance, c'était la contribution financière parce qu'il restait gérer le bon salaire avec son salaire pour gérer les charges de la maison. Voilà. Donc ça devient vraiment important, ça devient déterminant. Mais je pense que quelle que soit la situation, il y a toujours des solutions. Même quand bien même l'homme dit qu'il fait des blocages, il y a toujours des solutions lorsqu'on veut arriver à ses fins. Et c'est là où il faut davantage puiser. Donc, le point essentiel, où est-ce que je veux aller?
C'est ça. J'espère que les dames qui nous écoutent retiennent cette phrase. Où est-ce que je veux aller? C'est capital, c'est important. Si vous n'êtes pas encore marié, c'est le moment de vous poser la question. C'est important et capital. Voilà, il y a une autre question qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi chaque fois que les femmes, par exemple, veulent se lancer, aujourd'hui de nos jours, on constate, quand les femmes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, elles pensent toujours beaucoup plus aujourd'hui cosmétique, décapage, enfin, le métier de la cosmétique. Pourquoi les femmes aujourd'hui se lancent beaucoup plus dans ce secteur? C'est plus porteur ou alors ça semble facile? C'est vrai que je ne me suis pas posé la question, mais ce constat, je crois qu'il est réel. Oui. Je pense que ça doit être aussi lié au fait que déjà il y a une grosse demande. Okay. Il y a une grosse demande dans ce secteur-là. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que toute offre de services, de produits qui touchent les femmes, c'est toujours lucratif. C'est toujours lucratif. Donc, ça c'est un principe de base. Ça, c'est un principe de base. Tout ce qui va toucher les femmes. Vêtements. Oui. Que ce soit produit ou service, oui, c'est toujours vendeur. Et je vais juste prendre un petit exemple. J'ai ma fille qui fait physique à l'université de Yaoundé 1. Oui. Elle est en 4e année, mais elle est passionnée par tout ce qui concerne l'entretien du cheveu naturel. Alors, il y a juste quelques mois, je ne sais pas, peut-être 2 mois, qu'elle a créé son compte YouTube. Et actuellement, elle est déjà à plus de 5000 vues. Wow. Elle fait beaucoup de stratégies pour les cheveux naturels et tout ça. Donc, juste pour dire que tout ce qui concerne les femmes, d'abord, est vendeur. Mais maintenant, la cosmétique, c'est clair que c'est un gros marché. Je ne sais pas combien les chiffres, mais c'est un gros marché. Et quand les gens arrivent déjà à savoir comment eux-mêmes peuvent produire, c'est naturel. Et c'est à partir de là qu'on va avoir aussi des champions nationaux. Parce que jusqu'à présent, la plupart des produits qui ont inondé nos marchés sont des produits importés. Et maintenant, c'est de bon temps qu'au niveau local, que l'industrie, la petite industrie se développe. Et sûrement, à un moment donné, on aura des champions qui vont émerger. Donc, maintenant, s'il y a d'autres raisons, je ne sais pas. Ça, c'est la première raison que je peux trouver. Oui, mais cet externe peut nous dire ce qu'il en pense aussi. Bon, pourquoi les femmes se lancent dans l'entrepreneuriat cosmétique? J'accompagne plusieurs déjà qui se sont lancés dans la fabrication des savons, des huiles de cheveux, etc. En fait, le marché du cosmétique en Afrique subsaharienne, au Cameroun, Sénégal et en Côte d'Ivoire, en 2020 représentait environ 7 milliards d'euros. Okay. Les prévisions montrent qu'en 2025, on risque d'être à 9 milliards d'euros. C'est une croissance, une très grosse croissance. J'accuse, moi particulièrement, le fait que de plus en plus, l'Africain comprend que chez lui, il y a de la valeur. Et ce qu'on a l'habitude de prendre ailleurs, on peut faire mieux chez nous. Et même, les produits qui sont faits par des Africains qui répondent, c'est vrai, aux standards, à la qualité, parce qu'on a ce problème, c'est qu'auparavant, les gens le faisaient. Ma maman a fait dans la cosmétique, mais ce n'était pas, par exemple, qui répondait à des normes internationales en termes de qualité, en termes de présentation. Mais plus l'Africain va pouvoir produire une huile ou, je sais pas, un savon qui répond à ces normes, plus l'Africain est content, la femme africaine est contente d'utiliser parce qu'elle se dit, la personne qui l'a fabriqué est dans le même statut que moi, il a les mêmes cheveux que moi. Ça veut dire quand il fabrique cette huile de cheveux, c'est adapté à la chevelure africaine, qui est différente de la chevelure européenne. Donc du coup, si je prends un produit qui correspond à la chevelure européenne pour l'utiliser sur la chevelure africaine, forcément, il y a décalage. Et on le voit aujourd'hui avec des maladies qui s'aggravent. Donc du coup, je pense que c'est voilà 2 raisons qui montrent que le secteur de la cosmétique est un secteur porteur. Et pour ça, justement, les gens s'y lancent. Mais comme je dis, pour faire fortune dans la cosmétique, il faut répondre à un standard en qualité, en packaging et beaucoup miser sur ce marketing. Ok. Bon, les réseaux sociaux nous aident avec ça. Hein? Les réseaux sociaux ont un peu facilité, je dirais, dans la communication. Aujourd'hui, la plupart des femmes font les achats en ligne en ce qui concerne les produits cosmétiques. La plupart aujourd'hui. Ouais. D'accord. Ok, la question qui nous réunit aujourd'hui, on se pose la question, comment faire pour relever les défis lorsqu'on est une femme?
Je me tourne d'abord vers M. Textor qui nous donne son avis sur cette question. Voilà. Bien sûr. Alors, c'est bien comme je réponds en premier parce que je suis pas une femme. Mais comme je dis, j'accompagne énormément de femmes dans le jour dans leur entreprise. Certains ont des entreprises déjà légalisées au Cameroun. Donc, je pense que tout comme l'homme, il y a des procédures pour faire face à des challenges. Si une femme, par exemple, parce que la femme a plusieurs cycles dans sa vie, il y a une femme qui n'est pas encore mariée, elle ne fait pas face à des challenges qu'une femme mariée va faire face dans le même domaine. Si je prends un exemple dans la cosmétique, une femme qui est célibataire, sans enfant, aura des challenges différents de celle qui a des enfants, différents de celle qui est mariée, différente de celle qui est mariée avec des enfants à la maison, etc. Donc, à chaque niveau de la vie de la femme, il y a des challenges différents. Mais il y a des techniques pour approcher la difficulté ou le challenge. C'est la vie quotidienne, c'est l'autodiscipline. Parce que la plupart des gens, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on oublie qu'il y a un développement personnel à faire. On oublie qu'il faut d'abord enchérir sa connaissance, sa personnalité, pour pouvoir mieux garnir son projet. On se lance dans l'entrepreneuriat et puis elle ne se dit pas « je suis une femme, j'ai la charge des enfants ». Et elle veut suivre les mêmes principes que l'homme. Ça ne peut pas marcher parce que l'homme, il peut se lever à minuit, il travaille jusqu'à 5 heures. Il n'a pas le matin au petit matin, il n'a pas l'enfant à téter. La femme peut être différente parce que voilà, la demande qu'elle a vis-à-vis de sa famille est aussi différente. Donc du coup, elle doit affronter les difficultés sans toutefois oublier qu'elle a des charges qui sont différentes des hommes. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation est faite vraiment pour... l'éducation n'est pas pour finir pour la femme. On ne va pas dire que c'est arrangé pour la femme, mais ça a été compris parce qu'auparavant, c'était l'homme qui devait aller chercher l'argent. Avec les temps qu'on change les choses. Les temps on adapte ça, en fait, que les femmes aujourd'hui aussi peuvent chercher. Ont d'autres besoins. La structure, c'est le cas de la femme, est différent de l'homme. Donc, du coup, l'éducation qu'on donne à l'école aujourd'hui, c'est l'éducation ancienne. C'est la triste vérité parce qu'on forme les femmes à devenir maman et les hommes à devenir on forme la femme la chasse. à être la femme d'un grand homme. Oui. C'est ça en fait. On ne forme pas la femme à devenir une grande dame, mais plutôt à être la femme d'un grand homme. C'est ça en fait. Et on forme l'homme à devenir un grand homme. Et lorsque la femme se retrouve à devoir appliquer les mêmes méthodes que l'homme, parfois elle est butée, dans sa vie, alors que ce n'est pas sa vie, c'est là qu'il y a un problème. Je pense qu'on peut commencer déjà par l'éducation. Donc la femme déjà doit chercher à apprendre comment faire d'elle-même sans forcément suivre l'éducation traditionnelle qui nous a été dispensée. Et cela passe par le développement personnel, la connaissance de soi, de ses forces, de ses faiblesses, de sa vision, pour pouvoir mieux affronter chaque difficulté qui va se présenter devant elle. Ouais, et c'est pourquoi aujourd'hui, même si une femme fait quoi, si elle n'est pas mariée, on va faire, oui, ok, tu finis de faire tout ce que tu fais là et tu te maries donc quand même. Et ça, c'est le regard social qu'il y a sur la femme. C'est-à-dire, la femme peut tout faire dans sa vie si elle n'est pas mariée. Avec les enfants, elle n'est pas accomplie. On va lui et même, elle se marie, elle n'a pas d'enfants. C'est un problème, oui. Ça, c'est le regard social qui impacte certaines qui vont dire, au lieu de me débattre dans l'entrepreneuriat pendant 5 ans, 10 ans, je tombe sur un homme, il me dit qu'il ne veut pas que je fasse abandonne, je deviens femme au foyer. Et il y a ça dans notre société. C'est pas un problème, on ne lui pose pas la question, hein, non, il n'y a pas de souci. Mais une femme à peine 25 ans, on commence à lui poser, tu te maries quand même, quand que tu insistes avec. D'accord, madame Marianne, je vous pose la question à vous. Comment faire? Alors, comme j'ai deux casquettes ici, j'ai ma casquette de chercheur et ma casquette de professionnel dans le domaine, je vais laisser le côté de chercheur qui donne des recommandations à l'État et tout ce qui va avec. D'ailleurs, nous avons mené une étude en 2020, on a produit un rapport en 2021 sur
des nouvelles modalités de conseil scientifique au gouvernement sur les questions d'employabilité des jeunes et d'entrepreneuriat féminin. Donc, le rapport il est disponible sur le site internet de Code Africa. Okay. Donc, c'était un projet sous-régional qui touchait l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Pratiquement 6 pays. Et au Cameroun, j'étais l'une des experts. Nous étions 6 à être dans l'équipe qui devait réaliser ce projet. Donc, dedans, on a des recommandations qu'on a adressées au gouvernement. Donc, je vais parler là-bas. Je vais aller dans des choses pratico-pratiques. Parce que j'estime qu'on a le pouvoir sur soi. C'est pour ça qu'il faut que je donne des éléments que les femmes peuvent appliquer à leur niveau. Ce que l'État peut faire, ça dépend des décideurs. Encore qu'elles ne sont pas très présentes à la table des décisions. Donc, du coup, ça les handicape encore. Alors, j'ai insisté à plusieurs reprises où est-ce que tu veux aller. Donc, il faut avoir une vision claire. Et un outil que j'ai découvert depuis 2019, c'est le tableau de visualisation. Que j'invite les femmes à le faire. Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez me contacter pour que je vous accompagne à le faire. Mais si vous allez sur YouTube, vous faites tableau de visualisation, vous allez avoir des vidéos qui vous aident à vous orienter sur comment le faire. Et le tableau de visualisation, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous permet de mettre sur un même espace ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, soit dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans, sur divers aspects de votre vie. Divers aspects au niveau familial, au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau social. Donc, il y a plusieurs dimensions, pratiquement environ 8. Ça peut aller au-delà, mais moi, j'aime rester autour de 8. Ensuite, ça, c'est le premier point. Quand vous avez déjà fait cela, on travaille donc sur le développement personnel, comme il a évoqué. Et j'ai également 2 ou 3 outils que moi-même j'ai testés et que j'utilise également dans mes sessions de formation et de coaching. On a le DISC de Matson, D-I-S-C, de Matson. On a le test de personnalité MBTI. Ça, c'est l'abréviation MBTI. Si on met ça sur Google, on va avoir les éléments. Ça, c'est un test de personnalité qui est même d'ailleurs utilisé par des employés au niveau international pour tester les personnalités des personnes, enfin des potentiels candidats. Mais moi, je l'utilise pas. Je ne suis pas une recruteuse, non. Mais j'utilise à titre personnel, soit pour moi-même, soit pour la personne que j'accompagne. Parce que ça permet de poser des mots sur des aspects qui arrivent dans notre vie. Moi, par exemple, quand j'ai fait certains de ces tests-là, j'ai pu constater que j'étais ce qu'on va appeler multipotentiel. Or, j'avais beaucoup de soucis avec ça. Parce que les gens me critiquaient. Tu fais tellement de choses, tu fais ça, tu fais ça. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est que j'ai beaucoup d'énergie et j'ai tellement d'idées qui me viennent à l'esprit. Et si je ne fais pas beaucoup de choses à la fois, je ne vais pas pouvoir avancer sur un élément de fond. Parce que c'est ces éléments-là connexes qui me donnent l'énergie pour pouvoir travailler sur mon élément de fond, mon projet de base. OK? C'est mon projet de base. Donc, du coup, quand je comprends ça et que je deviens consciente, parce que je le faisais en mode pilote automatique, mais maintenant, à partir de ces tests-là, ça me donne des résultats qui me permettent de poser des mots dessus. Du coup, je le prends différemment. Donc, les critiques des autres, tu fais trop de choses, tu es dispersé, ça ne me touche plus de la même manière. Je dis, OK, d'accord, tu es comme tu es, moi, je suis comme je suis. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler à se connaître. C'est vraiment important. Donc, quand je donne ça, c'est des outils que moi, j'ai utilisés, j'ai testés. Et également, je travaille avec ça, avec les personnes que j'accompagne. Nous avons parlé, je veux aussi ajouter un élément sur l'accompagnement. Le coaching, le mentoring. Il faut vraiment le faire. Parce que ça permet de garder le cap. Ça permet d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait. Mais le mentoring, c'est à double dimension. Mentoring, coaching, c'est à double dimension. Je reçois du coaching et du mentoring, mais je dois aussi en donner. OK? J'ai parlé tout à l'heure de ma fille qui reçoit, du fait qu'elle soit à côté de moi, elle reçoit ses demandes de mentoring parce que je l'ai beaucoup encouragée à se lancer, à produire ses vidéos parce qu'elle faisait ça, ça fait pratiquement 2 ans qu'elle travaille sur ses cheveux. Oui. Elle dit, mais il faut partager ça avec les gens. D'abord, elle était un peu frileuse pour faire, mais elle a commencé par Facebook, elle faisait des posts. Et après, elle s'est donc jetée sur YouTube. Et je l'ai accompagnée également dans le cadre d'une formation que Tesson avait organisée. Nous sommes allés toutes les deux, nous étions toutes deux apprenantes. Hein. Ma fille était à côté de moi, j'apprenais, elle aussi, elle apprenait sur le marketing digital qu'elle est en train d'appliquer maintenant. C'est pour ça qu'il faut voir les 2 dimensions. Moi, je cherche quelqu'un qui va me faire grandir, mais je dois aussi faire grandir d'autres personnes. Donc, c'est ça que je parle, le coaching, le mentoring, c'est donc à double dimension. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on essaie de faire grandir l'autre, on va forcément aussi grandir. Donc, il ne faut pas toujours se dire que, voilà, pourquoi je dois aider les autres, ou bien non, il faut le faire. Un autre élément qui est important, c'est acquérir des compétences techniques. Et j'ai parlé de la formation continue.
moi, je ne cesse pas de me former. Je ne cesse pas de me former dans divers domaines. L'un des plus récents, c'était sur le marketing digital appliqué à l'ingénierie de formation. Parce que j'aime former des autres. Ok? J'ai un programme que j'ai lancé actuellement, Devenir bâtisseur professionnel de paix, que j'ai monté suite à ce programme de formation que j'ai suivi en juillet-août aux ateliers pratiques. Et ça me permet de toujours être à la une de ce qui se passe, de mettre à jour ce que j'ai à offrir et de pouvoir nourrir les gens de la meilleure des manières. Donc la formation continue et permanente, comme on l'a dit déjà sur divers domaines. Un autre élément important, l'art oratoire. Okay. Oui, il y a beaucoup de choses, mais ça, je veux revenir là-dessus. Je vais insister dessus parce que il faut savoir vendre ce qu'on a. Il faut savoir se vendre. Parce que parfois, les gens achètent ce que vous offrez, pas parce que c'est ce produit ou ce service qui les intéresse trop, mais parce que c'est vous qu'ils vont acheter. OK? Et ça passe par l'art oratoire. Il faut apprendre. Parce qu'on vend tous les jours. Vous voulez convaincre quelqu'un par rapport à votre projet, il faut savoir le vendre. Actuellement, je suis en train de passer un message. Il faut que je sache communiquer. OK? Je veux vendre mon produit, je dois pouvoir communiquer. Je veux solliciter des partenariats, je dois pouvoir communiquer. Donc l'art oratoire est essentiel. Et si je veux recommander aux gens, par où moi je suis passée, j'ai fait Toastmasters International. J'offre des sessions de coaching en cela, mais je recommande les Toastmasters parce que moi j'ai trouvé que c'est un processus qui est intéressant. Il y en a à Yaoundé, il y en a à Douala, il y en a dans le nord du Cameroun. Donc voilà un peu, en gros, quelques éléments et quelques éléments clés et pratiques qu'on peut mettre en œuvre même d'ici la fin de cette journée. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'était très riche en fait. C'est très riche. Merci. Je pense que si on peut retenir quelque chose à cette question aujourd'hui, chers auditeurs, comment relever les challenges entrepreneuriaux lorsqu'on est une femme? Déjà, la chose qu'on retient et on comprend, c'est que de par notre nature en tant que femme, parfois il y a des choses qui nous limitent, comme la maternité, le fait d'être épouse et aussi parfois le regard de la société. Cependant, ça ne doit pas nous limiter. Ce que nous devons nous poser comme question, c'est pas qu'est-ce que la société pense de nous, mais c'est qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie, où est-ce que nous voulons aller. C'est par ces questions-là qu'on va commencer à réfléchir sur comment poser des stratégies pour y arriver, même en étant épouse. Parce que être épouse, c'est juste un pan de votre vie, c'est pas votre vie. À part être une épouse, vous êtes un être humain qui doit aussi s'accomplir et apporter un plus dans sa société. Voilà. Et aujourd'hui, il nous est conseillé d'apprendre à se développer, chercher la connaissance autant que possible, côtoyer les personnes qui font dans les domaines qui nous passionnent aussi, qui nous attirent. Voilà. Visualiser notre vie dans le temps. Se dire, je ne sais pas combien de temps, qu'est-ce que je voudrais être, qu'est-ce que je pourrais faire d'ici 3, 4, 5 ans. Même si les gens commencent à vous mettre la pression, entre-temps, tu fais les enfants quand, eh bien, si vous avez vos objectifs. Si ça arrive que vous pouvez le faire, eh bien, faites-le. Mais si ça n'arrive pas, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. Voilà. Travailler à vous développer vous-même. Vous avez parlé du développement personnel. Voilà, se développer soi-même, développer son mindset, commencer à voir grand, se voir grand. Penser grand. Là, on parle des femmes, hein. On ne parle pas uniquement des hommes, on parle des femmes. Mesdames, il s'agit de vous. Voilà. Faites-vous accompagner voilà, par des coachs, des mentors, c'est ça. Et essayez aussi vous-même de devenir des coachs ou des mentors si c'est possible dans les domaines. Parce que plus on distille la connaissance, mieux on acquiert nous-mêmes. Voilà, on maîtrise. Voilà, exactement. Vous devez aussi pouvoir vendre votre image, c'est important. Ce que vous faites généralement, c'est pourquoi si vous, vous dites aux gens, par exemple, que la coiffure est bien et tout, et que vous-même, vous avez une tête bizarre, on va se poser des questions. C'est un peu comme les dames qui font dans la cosmétique. Elles sont obligées de filtrer les photos parce que si leur peau n'est pas parfaite et elles disent qu'elles font dans le milieu de la cosmétique, on va se poser des questions, mais elles vendent donc quoi? Pourquoi elle-même elle n'est pas parfaite comme ce qu'elle dit et tout? Oui, vous comprenez pourquoi elles sont obligées. Oui, tu vois. Ou quelqu'un qui fait la publicité d'un dentifrice. Oui, et qui n'a pas de bonnes dents et tout. Oui, il y a problème, voilà. Exactement. En conclusion, quel est le conseil que vous pouvez apporter à un jeune qui nous écoute aujourd'hui et qui veut se lancer dans la cosmétique? En quelques secondes, chacun de vous, un petit conseil pour un jeune, une jeune femme, un jeune homme, voilà, qui veut faire dans le domaine entrepreneurial. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme conseil? Ok, vas-y. Comme conseil, je peux donner, c'est, je vais juste dire 2 mots. Ouais. Il n'y a pas 2, mais c'est une manière de parler. Ok. Celui qui cesse d'apprendre cesse de grandir. Ok. Et celui qui cesse de grandir est déjà mort.
si vous voulez grandir dans votre business, dans votre vie, vous devez continuellement apprendre. Apprendre va impliquer la connaissance de soi, la connaissance du secteur dans lequel vous voulez vous lancer. Et pour ça, vous devez soit vous faire accompagner, soit vous faire former par des formations gratuites. Il y en a aujourd'hui en ligne partout. Oui. Donc voilà ce que je peux conseiller à toute femme, c'est de se connaître. Mais qu'elle ne dise pas que les challenges sont plus difficiles. En fait, la nature fait que ces challenges sont spécifiques à elle et l'homme, lui, il a sa part. Mais comme on est dans une société qui a conçu l'éducation sur les challenges de l'homme, la femme se sent un peu négligée. C'est pour ça qu'elle doit apprendre comment affronter ces challenges pour réussir dans la vie. D'accord. Moi, ce que je retiens, c'est celui qui cesse d'apprendre, cesse de grandir. Voilà, c'est magnifique. Celui qui ne grandit plus est déjà mort. Parfait. À vous, Madame Marianne. Alors, moi, je vais recommander à chaque personne, les jeunes, les femmes, de développer le leadership de service. OK. Pour moi, c'est une très grosse ressource. Parce que dans le leadership de service, on apprend. OK? On apprend, on se connecte aux gens et on peut, sur cette base-là, lever des ressources plus tard pour son entreprise. Parce que quand on fait le leadership de service, on a le droit à l'erreur. Si vous travaillez pour quelqu'un, si vous êtes déjà engagé, peut-être à un certain niveau élevé, par rapport à vous avez financé un certain nombre de choses et que vous n'avez pas eu la bonne maîtrise, vous avez beaucoup de chances d'échouer. Mais si vous vous engagez à aller travailler pour quelqu'un gratuitement ou bénévolement, peut-être accompagner certains projets, okay, vous allez acquérir une très grande compétence que vous pourrez maintenant valoriser dans votre entreprise. Moi, je l'ai fait dans le secteur de la paix. J'ai fait du bénévolat pendant plusieurs années. Et depuis 2020, j'ai commencé à monétiser tout ce que j'ai appris au niveau national et au niveau international dans le domaine de la paix. C'est pour ça qu'actuellement, je peux faire un programme devenir bâtisseur professionnel de paix que je peux facturer à 95 000. D'accord. OK? Donc, le leadership de service. J'ai une vidéo sur mon YouTube sur la question du leadership de service pour permettre aux gens vraiment de savoir ce que c'est et par où commencer. Quelques stratégies là-bas. Donc, c'est bon, c'est tout ce que je voulais ajouter. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai vraiment aimé l'échange avec vous. Je suis sûre que nos auditeurs ont été très édifiés ce jour. J'espère dans tous les cas, parce que ça a été le cas pour moi. Hein. Voilà, chers auditeurs, c'est ainsi que nous fermons cette rubrique. On se retrouve tout à l'heure pour notre séance de coaching et Monsieur Texton et Madame Marianne reviennent avec nous tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.